Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire, l'herbe du diable et la petite fumée. Un rapport publié hier sur le marché des drogues en France montre que celui-ci est dominé par le cannabis à hauteur de plus d'1 milliard d'euros par an. Sachant que les jeunes gens qui s'occupent de la revente se livrent une guerre sans merci pour ce pactole. Encore 3 morts à Marseille il y a quelques jours. La question qui fâche mérite d'être reposée. Faut-il dépénaliser pour casser une partie des trafics ou l'État doit-il carrément légaliser et contrôler le marché du cannabis comme le fit en son temps la CEITA avec le tabac? Débat sur les mesures à prendre face au trafic de drogue qui rapporte en France, rappelons-le, plus de 2 milliards par an, dont la moitié grâce, entre guillemets, au cannabis. La prohibition des drogues n'est pas efficace. Faut-il dépénaliser ou même légaliser le cannabis avec le contrôle de l'État? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Tu du shit. C'est un marché juteux, plus de 160 tonnes vendues et consommées chaque année illégalement. Le trafic de cannabis en France génère plus d'1 milliard d'euros, une estimation rendue publique hier. Des chiffres vertigineux qui relancent un débat récurrent. Faut-il légaliser le cannabis pour court-circuiter les systèmes mafieux et mieux contrôler la consommation? Tu vas te couper de tout, t'auras plus envie de rien. Tu seras une larve, mec. T'en veux combien? Officiellement, dans la majorité, malgré ce que peuvent laisser penser ces images, le pétard pour tous n'est pas à l'ordre du jour. On peut toujours débattre de ces questions, mais le gouvernement ne prendra aucune initiative qui légalise, autorise, dépénalise l'usage du cannabis, qui reste un vrai problème de santé publique, de prévention, bien évidemment. Seulement, l'actualité ébranle parfois les certitudes et les convictions. Les chiffres sur la consommation des adolescents, la mort de 3 jeunes à Marseille, dans une fusillade liée au trafic de cannabis il y a quelques jours, obligent les politiques à s'interroger, quitte à sortir du rang. Lorsque dans une société, on nous indique que 40% d'une génération consomme du cannabis, moi je trouve qu'il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable de se boucher les yeux. Alors que les Français sont les plus gros fumeurs de cannabis en Europe, l'État doit-il prendre le contrôle du marché pour mieux le réguler? Bonsoir à tous les trois. Romain Pérez, bonsoir, vous êtes économiste. Vous êtes très proche du think tank Terra Nova. Oui. Et vous êtes pour la légalisation de la production, de la vente et de l'usage du cannabis dans le cadre d'un monopole public. À côté de vous, le professeur Constantin. Jean Constantin, bonsoir. Vous êtes pharmacologue, bonsoir, président du Centre national de prévention, d'études et de recherche en toxicomanie. Vous aviez publié avec quelques autres « Faut-il dépénaliser le cannabis ?» C'était aux éditions du Muscadier. En 2013, selon vous, l'État ne peut pas vendre un produit aussi dangereux pour le cerveau des jeunes gens que le cannabis. Vous dites carrément le chichon, ça rend con. Très et bien, à côté de vous, une addictologue et psychiatre, Emma Vievorka, bonsoir. Bonsoir. La légalisation des drogues, une mesure de salut, coécrit avec Michel Hautefeuille, ça c'était chez Odile Jacob en novembre 2014. Pour vous, selon vous, la prohibition du cannabis favorise paradoxalement sa diffusion en empêchant ce qui est indispensable, la prévention. On démarre avec une question d'un internaute, Nadia. Que je vous lis tout de suite. Alcool, tabac, sucre, cannabis, qui décide de la légalité d'une de ces drogues par rapport à d'autres. Jean Constantin, est-ce que vous mettez le cannabis sur le même plan en termes de santé publique que l'alcool et le tabac qui font des milliers de morts et qui sont légaux pour le coup? Un degré supérieur par rapport à l'alcool, par rapport au tabac. Le cannabis pire que l'alcool et le tabac? Absolument, parce que, et nous aurons, je l'espère, l'occasion de le développer, il y a une psychotoxicité du cannabis qui, en fait, rend cette drogue remarquablement dangereuse. Ça ne veut pas dire que les autres sont dénués de danger. Si on traite du tabac en termes de mortalité, 78 000 morts chaque année, chaque jour, c'est un Boeing avec 215 fumeurs qui se crachent en France. L'émission. On ne peut pas faire passer ça. Non. Oui. Mais c'est en fait la présentation des drogues licites. Oui. Voilà ce qui nous attend lorsque des drogues sont soumises à la licité. L'alcool, 4 à 5 millions d'entre nous sont en délicatesse avec l'alcool, alcoolodépendants, incapables d'être une journée par semaine à s'en priver. 49 000 morts chaque année du fait de l'alcool. Professeur, on va pas égrener, on va arrêter d'égrener cette liste et on va essayer d'avancer un tout petit peu avec un chiffre. Voilà, moi je vais vous donner un autre chiffre. Ce chiffre, c'est 34%. C'est la croissance du marché français de la vente de cannabis depuis 5 ans. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne se vend pas plus
de cannabis en volume aujourd'hui qu'il y a 5 ans, mais il coûte de plus en plus cher. Il y a une sorte d'inflation, en tout cas dans ce domaine-là. Romain Pérez, comment est-ce qu'on peut expliquer cette augmentation des prix ? Alors, c'est une augmentation relative. On est quand même sur un marché du cannabis qui est très très compétitif en France. On peut acheter 1 gramme en gros de cannabis sous forme de résine pour 5 € en région parisienne en tous les cas. Et donc ça atteste que c'est un marché très très accessible. Alors il y a peut-être effectivement une hausse relative des prix. C'est certainement le fruit de la hausse de la demande et globalement du fait que c'est un marché qui n'est pas contrôlé, qui est laissé de manière très libre aux acteurs du marché. C'est le secteur le plus libéral de l'économie française. Emma Vivorka, est-ce que c'est aussi parce que le produit est de plus en plus concentré, c'est ce THC qui est le principe actif du cannabis qui fait que les prix peuvent augmenter ? Alors ça, je pense que vous êtes mieux à même que moi de Est-ce répondre. qu'on fume le même cannabis aujourd'hui qu'il y a 30 ans ? Est-ce que c'est la même Pas qualité ? du tout. Paraîtrait que c'est Les plus taux de concentré. tétrahydrocannabinol, au cours des cas Le THC. de THC, se sont accrus d'un facteur 4 à 10. Ça n'est plus du tout la C'est drogue plus fort. qui a pu être connue il y a une trentaine d'années. C'est comme si vous comparez les effets d'une canette de bière 5 degrés alcoolique et d'un flasque de whisky 250 ml. Ça veut dire que ça le rend plus addictif. C'est ça, la et plus concentration de ce addictif produit et THC. beaucoup plus détériorant. Oui. Et là, on voit bien quand même les limites du système actuel, puisqu'on ne contrôle pas la quantité de THC dans le cannabis. À partir du moment où on légalise, là, on peut contrôler ce qu'on vend. Quand il n'y a pas de contrôle, on vend des produits Sans empêcher dangereux. un marché parallèle qui proposera des produits beaucoup plus fortement dosés, ce que réclame évidemment le toxicomane, toujours plus souvent, toujours plus fort. Et Emma Vivorka, non, vous n'avez pas l'air... Non, je pense que ça dépend de la manière dont on légalise et des prix qu'on fixe, des taxations. Et après, il y a toujours un peu certainement un marché noir. Ça existe même pour le tabac aujourd'hui, vu que les prix augmentent. Voilà, c'est un équilibre à trouver, mais la plupart des consommateurs n'ont pas de raison de continuer à se tourner vers un marché Il y a illégal. combien de consommateurs en France à peu près, même si j'imagine que c'est difficile de le savoir, mais les statistiques donnent quoi comme 1 million. consommateurs récurrents, quotidiens? 1 600 000 usagers réguliers. Oui. Et usager régulier, celui qui 3 fois par consomme semaine au moins un joint, un pétard, une fois tous les 3 jours. Ah, une fois tous les 3 jours. Raconté comme cela, on a envie de sourire. C'est Non, mais 500 à attendez, 700 de 000. quoi parle-t-on? La cigarette, c'est une fois par heure. Toutes les choses sont différentes quand on intègre le fait que le THC, en fait, est de toutes les drogues. Je dis bien de toutes les drogues, la seule à se stocker très durablement dans le cerveau, dans les graisses de l'organisme. Le cerveau, ce que j'appelle trivialement la motte de beurre, très riche en substances lipidiques, dans laquelle le tétrahydrocannabinol vient se stocker. Très Et bien. donc, un joint, c'est une semaine dans la tête, et Oui. plein de joints, c'est pour des semaines dans le cerveau D'accord. et dans les panicules adipeux du corps. Guillaume, Romain Pérez, le cannabis, c'est pas seulement un marché, c'est aussi un lieu de violence, en tout cas dans son commerce, avec la guerre des gangs, la délinquance qui tourne autour. C'est pour vous le principal argument qui plaide pour une dépénalisation? C'est pour éviter l'économie parallèle avec sa violence autour? Alors, je pense qu'il y a différents arguments en faveur de la légalisation. Le premier, et c'est là où on ne soit pas d'accord, c'est qu'effectivement, je pense que, et c'est ce que notre étude montre, la légalisation permet aussi de contrôler l'accès. Et donc, si on contrôle les prix également, de maintenir la prévalence et de protéger les populations jeunes. Deuxièmement, il y a un enjeu financier pour les pouvoirs publics. Aujourd'hui, la politique qui est en place coûte très cher. Si on légalise, on a des recettes publiques importantes et on peut faire de la prévention. Et le troisième élément que vous mentionnez, c'est effectivement la question sécuritaire. C'est la raison pour laquelle l'Amérique de Barack Obama a complètement changé de position sur la drogue. Ils ont abandonné la guerre à la drogue parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une source de criminalité. Ce qu'on voit à Marseille aujourd'hui, c'est le produit de ce système clandestin qui favorise le marché noir, une criminalité absolument effarante, avec des liens d'ailleurs avec le grand terrorisme international. Il y a des passerelles aujourd'hui qui existent et qui sont dangereuses. D'ailleurs, vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul à dire ça, puisque le président de la République lui-même, à l'occasion d'une saisie de 7 tonnes de cannabis dans le 16e arrondissement, a fait récemment le lien entre le trafic de cannabis et le financement du terrorisme, carrément. Regardez. C'est dire si nous sommes capables, grâce aux douanes et grâce aussi aux autres forces qui concourent à la lutte contre les trafics, de porter des coups très sérieux à des organisations criminelles, qui ont d'ailleurs des liens avec d'autres organisations, y compris terroristes. Romain Pérez, on en est sûr, ça, que le cannabis finance le terrorisme? On sait qu'il y a des passerelles.
Le cas de Mohamed Merah, par exemple, est un exemple. Vous Le nous cas de rappelez Koulibaly. quelle passerelle, de quelle passerelle Ce il sont s'agissait, d'anciens quelle dealers caméra qui vont en prison et qui, à ce moment-là, se radicalisent. C'est-à-dire que cette criminalité-là, c'est la porte ouverte, effectivement, à une contestation peut-être beaucoup plus violente encore de la loi, mais on est effectivement dans un franchissement de la barrière de la légalité qui est dangereuse parce qu'elle est largement banalisée. Ce sont des centaines, des dizaines de milliers de dealers dont on parle aujourd'hui. On estime à 100 000 le nombre de dealers en France. Croyez-vous que le jour où on légaliserait le cannabis, ils vont se reconvertir illico dans la vente des sorbets citron ou des fraises tagada? Non, mais qui peut avoir en fait cet angélisme d'imaginer que ceux qui Il y a C'est vrai que présenté comme ça. Il y a des études sociologiques. Et ma vieille Vorka. Oui, il y a des études sociologiques qui montrent que, d'abord, c'est souvent une économie de survie, que les 100 000 dont vous parlez gagnent en gros le RSA grâce à leur commerce. Les gens qui gagnent beaucoup d'argent grâce à ça, voilà, c'est les 1000. On s'enrichit rarement avec le cannabis. C'est les 1000 semi-grossistes qui en France. Il y a quand même un milliard, le résultat. Il y a beaucoup d'argent, mais les par an, petits donc dealers quelqu'un gagnent s'enrichit. peu Oui. et ils sont souvent en fait à cheval sur cette économie illicite et l'économie légale et ils ne sont pas spécialement diversifiés en fait dans d'autres activités. Donc il n'y a pas de raison particulière de penser qu'ils vont se tourner vers d'autres activités illicites. Comment expliquez-vous, Emma Vivorca, que ce débat qu'on a là, les politiques ne l'ont pas parce qu'ils considèrent, à gauche comme à droite globalement, on l'a vu avec Manuel Valls, que finalement, il y a l'interdiction, point, et on ne doit pas en sortir. Oui, je sais pas. C'est pour ça que nous, on a écrit ce livre, c'est un peu pour lubrifier le débat, quoi, parce que c'est rouillé. Mais il peut y avoir une raison c'est pas tout à fait vrai, parce que là, il y a quand même de plus en plus de mouvements. Il y a des députés qui ont produit, de droite comme de gauche, qui ont produit des rapports en faveur avec la légalisation. Est-ce qu'il peut y avoir, même si c'est presque un gros mot aujourd'hui, une raison morale? C'est-à-dire de dire, à partir du moment où on reconnaît que cette consommation est nocive, l'État n'a pas à organiser, à prêter la main à une activité qui est nuisible pour les citoyens. Que c'est pour ça qu'on ne peut pas en parler. Oui, et que c'est pour ça qu'on ne dépénalise pas. Je crois que poser la question, c'est y répondre. Effectivement, n'est-il pas dans la fonction de l'État d'assurer effectivement la sécurité de ses citoyens et la sécurité sanitaire étant la première d'entre toutes? Mais c'est le problème, c'est que justement, c'est la... Justement, les résultats sont catastrophiques. On est un des pays où la prévalence au cannabis est la plus élevée. En Europe, où les jeunes sont les plus exposés. L'État est en défaillance aujourd'hui. Et vous pensez qu'ils fumeraient moins si c'était légalisé? En tout cas, ils ne pourraient pas acheter. En réalité, ils auraient beaucoup plus de mal à acheter. Aujourd'hui, c'est trop facile d'acheter du cannabis. Dans toutes les écoles de France, en tout cas dans tous les collèges et lycées de France, vous trouvez du cannabis très facilement. Donc, et à un prix extrêmement compétitif. Le fait de légaliser empêcherait l'accès. Là, excusez-moi. En fait, les politiques... Parce que s'il faut une carte d'identité pour acheter du cannabis, déjà c'est un peu plus compliqué que d'aller voir son dealer en bas d'un collège ou d'un lycée. Donc les dealers continueront leur travail. Mais pas avec la même population. Ça, c'est quand même très important. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des jeunes qui fument et qui, effectivement, ont des dommages cérébraux extrêmement importants parce qu'ils ne sont pas protégés. Il n'y a aucune politique de prévention. C'est absurde comme organisation. Oui, mais justement, il existe une loi que certains contestent et vous êtes de ceux-là. Cette loi est méconnue. Cette loi n'est pas De quelle loi parlez-vous? La loi qui prohibe l'usage, la détention, le commerce du cannabis. Elle a 35 Cette ans, loi cette n'est loi, pas 40 ans, connue. 35 Je ans. fréquente les lycées, les collèges et je commence souvent mes conférences en leur demandant de m'expliquer ce qu'ils ont retenu de la loi. Ils écarquillent les yeux, ils en sont au stade où ils n'imaginent même pas qu'il y a une loi qui l'interdit. Une loi doit être d'abord connue, ensuite doit être justifiée, doit être expliquée. Eh bien, l'action pédagogique au sein des établissements d'enseignement est remarquablement défaillante. Et ça n'est pas une fatalité. La Suède, qui est exemplaire à cet égard. La Suède qui peut s'enorgueillir d'avoir, en proportion bien sûr, 10 fois moins de toxicomanes que la moyenne européenne. La Suède a pris la mesure du drame du cannabis dans les années 80. Elle a mis en place une pédagogie constituée de 40 heures d'enseignement. Mais en France, hebdomadaire? Pardon? Non, quand même. Distillée entre la maternelle, mais j'ai bien dit la maternelle, et les collèges. pas un lapsus,
et l'enseignement collège. supérieur. Nadia, évoquez pour nous, s'il vous plaît, le cannabis de synthèse. Le vrai faux cannabis, le faux cannabis, en réalité, du cannabis qui est fabriqué en laboratoire depuis quelques années maintenant. C'est une substance psychotrope qui se vend sur Internet sous le nom de Spice K2 ou Black Mama. C'est vendu en sachet, ça ressemble à ça, d'environ 3 grammes pour une trentaine d'euros. Officiellement, c'est vendu comme de l'encens avec la mention impropre à la consommation humaine. Sauf que c'est évidemment consommé comme du cannabis. Et le problème, c'est que c'est une substance qui est extrêmement nocive, qui a causé la mort de plusieurs dizaines de personnes. C'est un produit très fort qui provoque des hallucinations, des malaises, une dépendance, des infarctus du myocarde chez les adolescents. On peut dire qu'en France, la consommation elle est encore assez marginale, mais ça gagne du terrain dans certains pays, aux États-Unis, en Russie, en Suède. Et le problème de ce produit, c'est que la plupart du temps, en fait, il contient que des produits légaux. Donc c'est très difficile de légiférer contre ça. Est-ce que finalement la légalisation, ça ne permettrait pas de casser ce type de business? Si, parce que justement, c'est une des conséquences de la prohibition qu'en réalité, il y a des chimistes et des petits génies de laboratoire qui produisent des... Et ça disparaît le jour où on légalise? C'est-à-dire que... Attendez, parle pas tous en même temps. Emma Vievorka. Si ces gens sont si créatifs, c'est pour entrer dans la brèche. Pour contourner oui. Exactement. Donc après, si le marché, si une partie du marché est légalisée et que les consommateurs peuvent aller consommer des produits beaucoup plus banals, il n'y a aucune raison que ce marché-là fleurisse encore. L'autre point, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on met tous les moyens sur le cannabis de rue, on n'a aucun moyen. On passe à côté de ça. On passe complètement à côté des vraies menaces. Oui. Effectivement, là, il faudrait que les pouvoirs publics mettent des ressources. Seulement, ils ne les ont pas. Ils ne les ont pas parce qu'ils consacrent beaucoup d'argent à la lutte contre le cannabis ordinaire, entre guillemets, et que par ailleurs, il n'y a pas de taxe sur le cannabis. Alors, vous voulez justement, avec Terra Nova, vous avez voulu rendre service au pouvoir public d'une certaine manière en disant s'il y avait légalisation avec contrôle de l'État, ça rapporterait ce contrôle du marché par l'État 2 milliards d'euros en recettes fiscales et ça ferait économiser à l'État 500 millions d'euros dépensés donc pour la répression qui n'aurait plus lieu d'être. Apparemment, ça semble très cynique à votre voisin, mais déjà, expliquez-vous sur ces chiffres, Romain Pérez. Sur la baisse des coûts de la répression, c'est évident. À partir du moment où vous réprimez moins, en tout cas, vous réprimez plus que les dealers, vous évitez plus de 100 000 interpellations par an. C'est beaucoup, de consommateurs. Une bonne partie, c'est des consommateurs. D'infractions à la législation. Des infractions. Et puis après, vous prélevez. Si vous prélevez, donc l'estimation qu'on propose, c'est sur la base de taxes identiques au tabac. Le tabac, c'est taxé à 80%, grosso modo. Donc si vous taxez à 80% une activité de l'ordre de 2 milliards d'euros, vous avez plus d'1,5 milliard, effectivement, de recettes fiscales. C'est très considérable parce que ça permet de financer la prévention, ça permet de mettre des moyens sur d'autres combats liés aux addictions. Lutter contre d'autres produits. Et éventuellement financer les fameuses 40 heures de pédagogie entre la maternelle. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Costantin? Ces 40 heures de pédagogie ne coûtent rien. C'est une volonté seulement d'enseigner cela plutôt que de passer beaucoup de temps à enseigner le crétinat. Alors que pensez-vous des préconisations de Terra Nova sur la légalisation et sur les avantages et les bénéfices que ça apporterait à l'État? C'est une démarche de boutiquier. Il n'est de richesse que d'hommes en bonne santé, ni shootés, ni camés, ni paumés, prêts à s'engager effectivement dans la mondialisation qui sont les Jeux Olympiques de l'esprit et perdront ce grand concours ceux qui aborderont en fait cette compétition dans un état incapable en fait de pouvoir y faire face. C'est vraiment une négation de la réalité. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais malheureusement, c'est pas ça qu'on voit sur le terrain. Il y a beaucoup de problèmes. Je voulais juste revenir sur le fait qu'en réalité, ce qu'on observe, c'est que les politiques publiques en matière de législation sur les drogues influent peu sur le niveau de consommation et que ce qui change, c'est ce que vous disiez finalement, c'est la qualité des politiques sanitaires mises en place dans les pays, voilà, comme en Suède, vous disiez, et que ce qu'on a observé, c'est que, on a plein d'exemples au Portugal où voilà, ça a été dépénalisé. En réalité, la consommation a diminué, elle est inférieure. Et ça n'a pas été légalisé? Ça n'a pas été légalisé, c'est dépénalisé. Elle est inférieure à ce qu'elle est en France, qu'il n'y avait pas tellement de différence, par exemple, entre le nombre de gens qui consomment à Amsterdam et à San Francisco, à l'époque où c'était interdit à San Francisco. En réalité, ça influe peu. Ce qui change, c'est la qualité des politiques de prévention qui sont mises en place. Il y a un autre argument, Emma Vievorka, contre la dépénalisation, c'est la nécessité de poser des interdits vis-à-vis notamment des adolescents. En d'autres termes, dans une société où il y a de moins en moins d'autorité, il reste celle-là et il ne faut pas l'enlever, celle-là aussi ou celle-là en plus.
ça marche pas. Enfin, poser des interdictions. Enfin, après, on revient sur le rôle du droit, sur voilà, c'est le juste milieu entre les aspirations d'une société et le mieux vers lequel elle veut tendre, et en même temps la réalité de ce qui se passe dans le pays. Si vous posez un interdit qui est complètement en contradiction avec les pratiques sociales, bah voilà, ça ne sert à rien. Et en plus, vous parlez un langage que les gens ne comprennent plus. La preuve, ils ne connaissent plus cette loi. Ça leur paraît ah bon, c'est interdit, ça se trouve. Enfin voilà. Désuet au moins. Si ça n'est pas adapté au terrain, ça n'a aucun effet pédagogique. Alors, tous les jeunes ne dealent pas, ne trafiquent pas dans la rue. Il se trouve qu'il y en a qui le font sur Internet. On va vous parler de monsieur Shiny Flex. C'est flexible avec la morale, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est allemand, il a 20 ans, tout juste, et il dealait du chichon, comme dirait le professeur Costantin, dans sa chambre d'étudiant. Thibaut Nolte l'allume dans Bang Bang. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que le plus gros trafiquant allemand gérait son affaire sur Internet depuis chez maman, il a été expertisé trop immature pour être jugé comme un adulte. Alors faut-il priver Shiny Flakes de dessert? Si Volkswagen était Das Auto, Shiny Flakes était der Dealer. En 14 mois d'activité, le garçon de 20 ans a négocié 1 tonne de drogue. Depuis sa chambre d'enfant, devant son PC, mais sous une couverture 100% cryptographie véritable, il a développé la redoute pour camer et proposé un vrai New Deal. Après avoir abandonné un CAP de serveur, alors, un peu de mayonnaise sur votre foie gras, le futur baron de Leipzig s'est intéressé à la création de sites internet, surtout porno, puis au darknet, la planque électronique de tous les trafics. Shiny n'a commis aucun faux pas informatique, c'est sa flemme qui l'a trahi. Il a eu beau s'acharner 16 heures par jour à peser, couper, expédier ses produits, à faire tester leur qualité par résonance magnétique ou au spectromètre de masse par un complice de l'université de Munich, Shiny timbrait ses colis au pif. Et l'un d'eux a atterri chez le mauvais concierge. Oh, chouchou, viens voir ce truc. Un poil dans la main à 3 millions d'euros d'amende et 7 ans de prison. Après le verdict avant-hier, au juge qui s'inquiétait de son avenir, le Justin Bieber de la pharmacopée a promis de démarrer une formation honnête. Il a précisé tout sauf artiste ou infirmier. Merci Thibaut Nolte. On oublie ce cas, mais on n'a pas parlé d'Internet. C'est vrai que c'est un lieu d'échange qui est extrêmement difficilement contrôlable, Romain Pérez. Ça rend la situation encore plus problématique. Absolument, et ça renforce l'idée qu'effectivement, il faut s'adapter à la réalité du marché et non pas rester sur des idées. J'ajouterais, pour rebondir aussi sur la question du tabou, plutôt que de créer des interdits, c'est peut-être plus intelligent de donner des explications. Je pense que cette jeunesse, elle a besoin d'être convaincue par des vraies explications. Et donc l'Internet, c'est aussi une manière d'expliquer la réalité de ce qu'est le cannabis. Ah, vous voyez Internet comme ça. Aussi, là, on en parlait comme le lieu des trafics sur le darknet. Ah oui. Du coup, si on légalise, on peut faire de la prévention, faire un vecteur d'information. Là, pour le coup, c'est peut-être vous qui êtes un peu angélique. Une question encore, Guillaume. Vous décriviez une jeunesse qui serait plus en état de faire face à la mondialisation, enfin à tous les défis d'aujourd'hui à cause du cannabis. On a des chiffres là-dessus sur l'impact que ça peut avoir? Bien, écoutez, une question nous interpelle. La France, et je suis universitaire et je m'en réjouis, est un des pays qui consomme le plus de moyens pour l'éducation de ses jeunes. Or, quand on les met maintenant en compétition avec d'autres États, ça s'appelle le classement PISA, nous sommes seulement au 27e rang. J'affirme. Et vous pensez qu'il y a un lien de cause à effet direct? Sans pouvoir le démontrer, que si nous éradiquions le cannabis de l'espace éducatif, mécaniquement, nous gagnerions au moins une quinzaine de places. Alors après ça, il y a les contenus parce que ça rend les bête, c'est ce que vous êtes en train de modalités dire, ça rend d'enseignement. lent, Le chichon, ça empêche rend d'apprendre. Oui, mais ça, c'est un bon mot, poil professeur dans la main, Constantin, pétard du soir, trou de mémoire. Vous pouvez généraliser à ce point-là. Non, mais ce sont des condensés d'en fait de données neurobiologiques qui sont maintenant clairement démontrées. C'est pour ça qu'il vaudrait mieux que l'État soit le dealer et qu'il ne vende pas aux jeunes. On ne va pas demander aux dealers de rue de ne pas vendre à des moins de 18 ans, quoi. Ça ne marche pas. On a décidé de. Et vous pensez que ça marcherait si c'était légalisé, que personne ne vendrait au moins de 18 ans? Au moins, il faut s'en donner les moyens. Voilà. Vous connaissez le mot de la fin. Situation du tabac. Le mot de la fin. La situation du tabac, 70% des buralistes ne respectent pas l'interdiction de vente de tabac aux mineurs. Alors faisons leur confiance si on leur confie demain la vente du cannabis. CQFD.